Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le micro des gynécos. Aujourd'hui, Léa a le plaisir de recevoir le docteur Bernard Bertschi, enseignant retraité de philosophie morale et de bioéthique à l'Université de Genève. Actuellement membre du comité d'éthique de l'INSERM et participant à différents comités scientifiques tels que la Société française de médecine prédictive et préventive, ainsi que le Forum européen de bioéthique à Strasbourg, nous l'accueillons pour explorer le sujet du statut moral de l'embryon. Bonjour Docteur Bertschi, donc vous êtes, comme Laura l'a dit, docteur en philosophie. Aujourd'hui, merci de participer à notre chaîne de podcast pour aborder un sujet plutôt philosophique qui est la définition du statut de l'embryon et sa place. Donc, je vais tout d'abord rappeler un petit peu l'embryon. C'est de la fécondation des gamètes jusqu'à la 8e semaine de grossesse. Et c'est vrai que dans notre pratique, que ce soit dans la recherche, dans la procréation médicalement assistée ou dans le suivi d'un tout début de grossesse, nous y sommes confrontés. Néanmoins, son statut nous semble pas très clair. C'est la raison pour laquelle nous aimerions avec vous aujourd'hui redéfinir un petit peu son statut, si cela est possible. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce qu'on est plutôt entre chose ou personne pour l'embryon? Alors là, je pense qu'il faut introduire une première distinction. Quand on parle de statut, sa signification peut être multiple, parce qu'il y a le statut moral. Dans la littérature bioéthique, on parle du statut moral de l'embryon. Puis il y a le statut juridique. Alors les deux peuvent coïncider, mais pas forcément. Quand vous parlez de la distinction entre choses et personnes, en fait, cette distinction a une origine juridique. Elle vient du droit romain, pour lequel un être, prenons les êtres vivants ou un être humain, est soit une chose, soit une personne. Alors dans le droit romain, il y a des êtres humains qui sont des choses, ce sont les esclaves. Et puis les personnes, c'est les individus comme vous et moi. En ce qui concerne l'embryon, c'est pas une question que les Romains se sont beaucoup posées, même si on trouve quelques textes, notamment quant à la question de savoir à quel moment l'embryon devient-il vivant. Mais comme s'il s'agissait quand même de sociétés dans lesquelles l'infanticide n'était pas prohibé, évidemment le statut juridique même de l'enfant était pas le même que celui qu'il a maintenant dans nos sociétés. Dans le domaine de la bioéthique, alors il y a des auteurs comme le philosophe allemand Emmanuel Kant, qu'on cite beaucoup en bioéthique, un auteur du XVIIIe siècle, qui effectivement dit que les êtres sont soit des personnes, soit des choses. Alors il parle pas beaucoup de l'embryon, mais il dit par exemple les animaux sont des choses. On peut en disposer à sa guise, parce que c'est ça une chose, c'est un être dont on peut disposer à sa guise, alors qu'une personne est un être envers lequel on a des obligations morales, des obligations morales fortes. C'est ça l'idée de statut moral. Enfin, l'idée de statut moral, c'est quels sont les êtres envers lesquels nous avons des obligations morales. Alors, voilà, il y a cette conception qui est héritée du droit romain, puis il y a une autre conception qui est assez répandue, peut-être moins chez les juristes et plus chez les scientifiques et les philosophes, qu'on peut faire monter alors encore plus loin à Aristote, qui consiste à dire que plus un être se développe, plus son statut moral augmente. Ça veut dire en gros un embryon a un statut moral plus faible ou plus bas qu'un fœtus et ensuite qu'un nouveau-né, qu'un enfant, etc., ou qu'un adulte. Bon, en général, on considère que dès que la naissance, et là on s'appuie un peu sur le droit, dès qu'un être humain est né, il a un statut moral plein et entier. Mais avant, pour illustrer la question du fœtus, on considère généralement qu'il est moins grave de pratiquer une interruption de grossesse au début qu'à la fin. Pas seulement parce que le risque pour la mère est plus important, mais parce que plus le fœtus est développé, plus il ressemble à un être humain, à un nouveau-né, et donc plus son statut moral est élevé. Donc la question qui se pose est effectivement quel est le statut moral de l'embryon? Est-ce une chose ou une personne, ou quelque chose entre deux? Certains ont parlé, on y reviendra peut-être, de personnes humaines potentielles. Et deuxièmement, sur quoi se fonde-t-on pour attribuer ces statuts moraux aux embryons et aux êtres humains en général? Et donc, sur la notion de statut moral, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
Oui, alors d'abord, il faut éviter peut-être une confusion. Quand on parle de statut moral, le mot moral pourrait faire penser à, moi, je sais pas, à la morale au sens habituel du terme, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Là, non, l'idée, c'est plutôt quel est le statut de l'embryon pour la morale ou pour l'éthique. Hein. Et d'ailleurs, au début des discussions, enfin au début, on en discute, comme je l'ai dit depuis longtemps, mais quand la bioéthique est née, proprement dite, dans la deuxième partie du XXe siècle, beaucoup d'auteurs parlaient plutôt de statut ontologique. Et je pense que, d'une certaine manière, ce serait mieux comme expression. Statut ontologique, c'est quel type d'être est-ce que c'est qu'un embryon? Hein. Puis à partir de là, quand on a défini quel type d'être, quelles sont ses capacités, quelles sont ses potentialités, on peut se demander quels sont nos devoirs vis-à-vis de cet être-là. Et là, on passe à proprement parler sur le plan moral ou éthique. Voilà. Mais donc aussi, pour compléter là-dessus, ici, il n'y a pas de différence entre éthique et morale. Hein. Il ne faut pas chercher de problème sémantique là derrière. Un statut moral, c'est simplement quel devoir avons-nous envers telle ou telle entité. Est-ce que il y a un moment une conscience qui apparaît? Alors, c'est intéressant que vous parliez de conscience parce qu'effectivement, on se demande à un moment, mais qu'est-ce qui fait que, par exemple, à un certain moment, l'embryon change de statut ou augmente son statut? Alors, bon, c'est une vieille question hein, qui déjà s'était posée au Moyen-Âge ou même avant. On se demandait au Moyen-Âge à quel moment l'âme entre-t-elle dans l'embryon ou le fœtus? Et il y avait déjà plein d'avis sur la question. Par exemple, Basile de Césarée, il pense que c'est à la fécondation. Augustin pense que c'est à la naissance. Il était juriste d'ailleurs. Hein. Et puis Thomas d'Aquin pense que c'est au 40e jour pour le garçon et au 80e pour la fille. Bon, 40e jour, ça vient d'Aristote. Pourquoi 2 fois plus pour la fille? Ben, ça vient d'un passage de la Bible qui dit que tout prend 2 fois plus de temps chez les filles que chez les garçons. Évidemment, c'est pas l'embryologie qui a la moindre valeur scientifique. Et de nos jours, enfin, ça fait un peu sourire, mais ça nous rappelle aussi qu'on est dans une société dans laquelle l'égalité des sexes ou des genres n'a pas toujours, enfin, est encore un combat à mener, quoi. Voilà, alors donc comme je l'ai dit, on n'est pas d'accord sur le moment de l'animation ou à quel moment l'embryon acquiert-il un statut moral plus important, qui est celui de personne en définitive. Et évidemment, il faut se dire, mais pourquoi il y a quelque chose qui change tout d'un coup? Alors, vous parlez de la conscience, et effectivement, c'est quelque chose qui a souvent été mis en avant. Alors, on parlait pas de conscience. Le mot conscience en français n'apparaît qu'au XVIIe siècle. Hein. C'est un terme relativement récent, mais on parlait de raison auparavant. Par exemple, Aristote, parce que ça remonte encore à lui, pense que ce qui caractérise l'être humain, la personne humaine, c'est qu'il possède la raison. Par opposition aux animaux qui ne possèdent que la sensibilité, la capacité d'éprouver douleur ou souffrance, et par rapport encore aux végétaux qui sont simplement vivants, mais sans posséder de sensibilité. Et pour Aristote, la question importante était de savoir à quel moment l'embryon acquiert-il la raison. Alors évidemment, on peut pas se mettre à jouer aux échecs avec un embryon ou à discuter de la philosophie de Kant avec un embryon. Il faut comprendre ça, posséder la raison d'une façon, comme on dit en philosophie, dispositionnelle, c'est-à-dire avoir une capacité future. Hein. L'embryon ne peut pas maintenant raisonner, mais il a déjà en lui tout ce qu'il faut pour pouvoir par la suite, quand il se développera, acquérir cette raison. Et c'est cela que le concept de personne potentielle recouvre. Hein. Quand on dit que l'embryon, comme l'a dit le CCNE en France, hein, ou le comité d'éthique de l'INSERM, je parle aussi pour ma paroisse, hein, comme ils l'ont dit, ce sont des personnes humaines potentielles, ce sont pas des personnes humaines, mais ils vont devenir des personnes humaines si les choses se passent normalement, peut-on dire. Oui, donc la notion de personne potentielle est très importante dans la considération du statut de l'embryon, puis du fœtus après. Alors, effectivement, pour moi en tout cas, et pour les instances que j'ai citées, hein, CCNE et CEI, oui, c'est le cas. Maintenant, il faut bien voir que comme c'est une question qui n'est pas une question scientifique, on va pouvoir décider en regardant sous un microscope hein, qu'est-ce que c'est qu'un fœtus. Il s'agit donc d'une question en partie philosophique, et dans les questions philosophiques, il y a toujours il y a des opinions diverses. Hein. Quand on parle de posséder la raison potentiellement, bien on fait
référence à une propriété que possède le fœtus en lui-même, ce qu'on appelle une propriété intrinsèque. Mais parfois aussi, on valorise le fœtus, on lui donne un statut pour des propriétés qu'on peut appeler relationnelles, par exemple le projet parental. Le fait qu'un embryon entre ou non dans un projet parental change son statut. On le voit bien, puisque quand il n'y a plus de projet parental, l'embryon peut être détruit, peut être donné à un couple ou donné à un couple stérile, ou congelé pour plus tard, mais s'il n'y a plus de projet parental, il ne sera pas. Et ce qui change ici le statut de l'embryon, c'est pas ce qu'il est, ce sont les relations qu'il a avec ses géniteurs, ce qu'on appelle une propriété relationnelle. Donc, ou dans les débats sur l'avortement, quand on donne comme argument pour justifier l'avortement que le fœtus dépend de sa mère, ce qui est tout à fait vrai, bien on fait appel à une propriété relationnelle parce que le fœtus est lui-même, est en lui-même, bien que là on pourrait peut-être discuter, mais aux relations qu'il a avec son environnement. Mais ce que je veux dire, c'est que là, disons pour résumer, parce que ces choses deviennent vite un peu compliquées, disons l'approche traditionnelle et dominante dans nos sociétés, c'est que ce qui fait la valeur de l'embryon, c'est ce qu'il est, ses propriétés intrinsèques, et donc, s'il est potentiellement capable de raisonner, on considérera qu'il est une personne humaine potentielle et que c'est cela qui lui confère sa valeur particulière. Il faudrait séparer embryon in vivo et embryon in vitro? Oui et non. On peut penser que ceux qui vous diront non, diront mais non, un embryon où qu'il soit, a le même, disons, on pourrait dire potentiel génétique, pour dire les choses simplement, et donc il a le même statut. Puis d'autres vous diront, et le CCNE dans certains textes parle ainsi, quand un embryon n'est pas implanté, il n'a pas de devenir, parce qu'il peut pas vivre bien longtemps, enfin, sauf si on le congèle, et que ce qui compte, c'est pas seulement d'être une personne potentielle, mais une personne potentielle en devenir. Et pour ça, il faut l'implantation, évidemment. C'est pas le cas tant que l'embryon est in vitro. Et donc, dans cette approche-là, effectivement, l'embryon in vitro a un statut moral plus bas que l'embryon qui a été implanté. Et alors, quand est-ce que l'embryon devient individu? Alors, la question de l'individualité, elle a joué un assez grand rôle dans les débats dans les années 1980 donc, les débats sur la recherche sur l'embryon, parce qu'on s'est demandé jusqu'à quand peut-on faire de la recherche sur l'embryon. Et c'est en Angleterre que le débat a débuté, et la limite de 14 jours a été proposée, qui est restée. Même la France vient de l'adopter, donc voilà. Et notamment, alors pourquoi 14 jours? Alors pour finir, la raison a été de dire qu'au 14e jour, la structure de l'embryon change. Avant 14 jours, si vous coupez un embryon en deux, il fait 2 embryons, en principe. Alors qu'après 14 jours, si vous le coupez en 2, il meurt. Ça veut dire qu'il n'est plus divisible, c'est-à-dire qu'il est devenu un individu, au sens étymologique du terme. Il y a l'apparition de la ligne primitive, il y a la perte de la totipotentialité, enfin, il y a vraiment beaucoup de modifications. Et certains auteurs, donc, pensent que l'embryon devient un individu au 14e jour. Évidemment, être un individu, c'est pas être une personne. Une souris est un individu, on va pas considérer qu'elle est une personne, par exemple. Voilà, donc il y a cette approche. D'autres auteurs disent non, mais bon, c'est une conception un petit peu rigide de l'individualité, indivisible, qu'il y a un individu dès la fécondation, parce qu'il y a un seul être qui se développe progressivement. Il y a plusieurs conceptions de l'individu, qui fait que, évidemment, là aussi, on va trouver des opinions diverses, mais je pense que c'est pas, disons, dans la question du statut de l'embryon, c'est pas absolument crucial de savoir si c'est un individu ou pas. C'est plus important de savoir si c'est une personne humaine potentielle. Et alors, il faut dire, effectivement, on peut pas être une personne humaine potentielle si on n'est pas un individu. Au début, si l'embryon n'est qu'une collection de cellules, c'est comme un tissu d'une certaine manière. Même si ses potentialités sont un peu différentes, bien que de nos jours, là, je vais pas ouvrir ce chapitre, mais comme on est capable de reprogrammer les cellules, les cellules iPS, on va être capable de produire des embryons à partir de cellules somatiques
des différents êtres humains, et ça ouvre des perspectives effectivement assez abyssales, mais qui n'ont rien à voir avec la gynécologie et l'obstétrique, mais plutôt avec la recherche. Mais la notion de personne est très intéressante parce qu'à partir du moment où on considère l'embryon comme une personne potentielle, on peut, entre guillemets, l'opposer à la personne femme qui est sa mère et impliquer, donc c'est par exemple une femme qui fume pendant sa grossesse ou un accident avec une perte de grossesse. Est-ce que c'est un homicide? Est-ce que le tabac pendant la grossesse, c'est non-assistance à personne en danger ou mise en danger de la vie d'autrui? Comment après on considère ces statuts-là? Alors, bon, si vous voulez une réponse absolument précise à ces questions, il faut demander à un juriste ou à une juriste parce qu'effectivement, c'est des questions d'ordre juridique. Mais de manière, disons, plutôt éthique ou philosophique, on pourra dire que une personne potentielle n'est pas une personne, de la même manière que vous, par exemple, vous êtes une présidente potentielle de la France, si vous vous faites élire, mais comme tout citoyen français, mais évidemment, on va pas dérouler le tapis rouge chaque fois que vous sortez de chez vous. Donc, une personne potentielle, ce n'est pas une personne, c'est la première chose à souligner. Si c'est pas une personne, son statut est différent. Maintenant, évidemment, on peut être malfaisant vis-à-vis d'êtres qui sont pas des personnes. Par exemple, vis-à-vis des animaux. Je veux dire, la cruauté vis-à-vis des animaux n'est pas, ou la négligence peuvent parfois être punis. Et alors, bon, on a le droit, à ma connaissance, n'est jamais dirigé de cette façon-là pour appréhender la relation mère-enfant. Mais bon, on pourrait pas l'exclure. Et il y a même une tradition, qui est représentée par l'Église catholique romaine, qui pense que l'embryon est une personne comme vous et moi dès la fécondation. Et donc, tout avortement ou toute destruction d'embryon est l'équivalent d'un meurtre. Alors, c'est pas la position dominante, mais quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, alors là, c'est pas les catholiques, c'est plutôt les protestants évangélistes. Et quand on voit ce qui se passe dans certains pays comme la Pologne, etc., on se rend compte que, d'une certaine manière, ce type de raisonnement pourrait revenir. Merci, docteur Bertschy. Est-ce que, de manière générale, vous souhaiteriez faire passer un message auprès de nos collègues internes, médecins, gynécologues, obstétriciens ou plus largement médecins en France? Alors, écoutez, bon, nous autres philosophes, on aime bien analyser les problèmes et dans le fond, on n'a pas particulièrement de message à faire passer. Moi, je pense que le message à faire passer, s'il y en a un, c'est qu'il faut, c'est que ces questions philosophiques et bioéthiques, mais ça, la plupart maintenant en sont convaincus, sont importantes et qu'il est toujours aussi important de garder le contact avec la société civile parce que, comme je viens de vous l'indiquer, ce sont des débats qui sont récurrents, qui peuvent revenir à tout moment. Alors moi, j'habite en Suisse. Parfois, on a voté sur ces questions. L'avortement a été légalisé par vote populaire, etc. C'était une habitude chez nous. Mais même dans des pays où ces outils-là n'existent pas, on parle de plus en plus de démocratie participative et donc de moyens d'entrer en contact avec le public. Et je pense que c'est important, effectivement, d'être attentif à tous ces débats-là pour pouvoir présenter d'abord pour pouvoir se faire une opinion, parce que c'est des fois des sujets sur lesquels on ne s'est pas forcément posé beaucoup de questions, et ensuite pour entrer en contact avec le débat public, surtout à une époque où les fake news, comme on les appelle, sont légion et sur lesquels on raconte parfois un peu n'importe quoi, surtout les sujets, de pouvoir préciser et de s'appuyer sur un certain nombre de distinctions, même si elles sont conceptuelles ou philosophiques, en tout cas solides, c'est quelque chose d'important. Merci beaucoup en tout cas pour votre expertise et puis votre ouverture sur ce sujet-là très intéressant. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.